Et aujourd'hui, dans le podcast d'Authentique Talent, nous avons la chance non pas d'avoir Chloé en intervieweuse, mais d'avoir Chloé en interviewée. Je m'appelle Philippe Lafont, je suis directeur commercial chez Authentique Talent, et on a proposé cet épisode afin justement de permettre à Chloé de nous exprimer certaines de ses convictions et de ce qu'elle pouvait voir sur le marché. Bonjour Chloé. Bonjour Philippe. Je ne sais pas si ça va être une chance, mais on va voir. On va dérouler dans cet épisode principalement un focus sur qu'est-ce que c'est que l'assessment, à quoi ça sert, comment on peut l'utiliser dans les différents cas d'usage, notamment bien sûr pour nos clients RH et ceux qui nous écoutent, mais également pour tous les autres qui peuvent être à la fois participants, bénéficiaires ou bien sûr en recrutement de manière à projeter à quoi ça sert, comment on l'utilise, quels sont les do's and don'ts. Est-ce que tu es d'accord avec ce thème ? Je suis prête, vas-y. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est que l'assessment pour toi ? Oui, et d'ailleurs, c'est l'occasion de repréciser, je pense, une erreur classique de langage. Les gens parlent souvent d'assessment pour mentionner des choses finalement assez différentes. Aujourd'hui, je vais distinguer ce qui est l'assessment, à savoir une méthode, un outil d'évaluation d'un individu, donc potentiellement soit de ses compétences, soit de sa personnalité, soit de son potentiel, de son raisonnement. Donc voilà, c'est un outil en général quand tu parles d'assessment. Et je distingue ça de l'assessment center, qu'on peut parfois résumer un peu de la même façon, mais qui est en fait la combinaison de plusieurs outils et de plusieurs évaluateurs, de plusieurs assesseurs. Et c'est la méthode la plus prédictive d'évaluation. Pourquoi ? Parce qu'en combinant plusieurs outils de nature différente pour regarder un même individu, et en combinant plusieurs regards, évidemment, on réduit les biais et on augmente la prédiction de l'évaluation. Et donc, c'est évidemment, je ne sais pas si c'est évident, mais en tout cas, c'est une méthode qui me plaît beaucoup. Très bien. Pour faire un petit focus sur ta passion de l'assessment, on sait que tu as commencé ta carrière au sein d'un service RH, et puis après, tu as été dans des cabinets de conseil où tu as développé justement à la fois ta pratique de l'assessment et puis ton expertise sur différents outils typologiques. Un jour, tu as eu l'épiphanie. Est-ce que tu peux nous en raconter un peu rapidement pourquoi Hogan versus d'autres outils et qu'est-ce qui a fait après ta conviction sur cet outil et les méthodes qui sont les meilleures pour justement évaluer la personnalité des différentes personnes ? Oui, alors déjà, avant d'avoir une épiphanie pour Hogan, qui est très juste, je me suis intéressée à beaucoup d'autres outils. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, pour moi, la passion de l'assessment, elle est arrivée un peu par hasard en tombant dans un cabinet de conseil. Et moi, ce qui m'a vraiment intéressée, c'est comment est-ce qu'on peut évaluer avec le plus de fiabilité possible, avec le moins de biais possible, la capacité de quelqu'un à réussir dans un poste, ou quel poste serait le plus adapté pour toi si tu as envie de te reconvertir demain, dans lequel tu vas le plus nourrir tes valeurs, exploiter ton potentiel, etc. Donc avant l'outil, moi ce qui m'intéresse, c'est simplement est-ce qu'on arrive à prédire quelque chose de fiable en évitant de projeter nos propres biais sur quelqu'un, en évitant d'utiliser des outils à la mode qui sont jolis mais qui en fait ont le même degré de prédiction que si tu jetais une pièce en l'air. Donc voilà, j'en ai regardé plein à cette époque-là parce que moi, mon sujet, c'était l'équité. C'est comment est-ce que tu es sûr de traiter tous tes candidats de la même façon, ou en tout cas d'une façon équitable, quoi qu'il en soit. Comment tu es sûr quand tu vas identifier qui peut obtenir cette promotion interne, de pas juste promouvoir la personne qui a bien su se mettre en avant, qui a bien su faire sa politique en interne, jouer des coudes, se mettre en avant. Comment est-ce que tu es sûr vraiment de donner la promotion à la personne qui peut réussir dans le poste ? Donc voilà, donc à la base, c'est pas du tout une question d'outils pour moi, c'est plus une question de comment tu trouves la bonne méthode d'évaluation pour servir ton objectif d'équité. Et donc j'en ai testé pas mal, évidemment, en étant dans ce milieu. À la fois, j'ai eu la possibilité de les compléter, de me certifier, d'avoir des expériences aussi en tant que candidate, donc voilà, qui étaient assez intéressantes. Et je me suis rendu compte que pas mal d'outils du marché qui avaient pourtant bonne presse avaient finalement une profondeur et une validité assez limitée par rapport à l'utilisation que j'en faisais. C'est-à-dire que c'était une époque où j'assessais des dizaines, voire des centaines de candidats par an. Donc au bout d'un moment, tu fais vraiment la différence entre ce qu'on t'a vendu sur un outil et ce qui t'amène vraiment. Bref, donc voilà, donc j'ai fait mon petit chemin comme ça, mon benchmark. Au fur et à mesure, évidemment, tu finis par dans ce métier-là par connaître les grands acteurs, ceux derrière lesquels il y a de la science qui vient corroborer ce qu'ils apportent, et pas juste du marketing. Et puis par hasard, j'intègre un cabinet en 2015, je crois, qui utilise Hogan, dont j'avais entendu parler, que j'avais jamais complété. Je pense à l'époque, c'était à peu près le dernier outil un peu sérieux.
que j'avais pas touché de près. Donc j'étais hyper curieuse. Et effectivement, alors déjà j'ai une expérience candidat assez bluffante, et donc j'ai appris des tas de choses sur moi liées au fait que Hogan révèle des éléments de ta personnalité que tu couvres très peu dans les autres outils. Donc tu vois le triptyque valeur, ta personnalité quand tout va bien, la façon dont tu dysfonctionnes quand tout va mal, t'as rarement tout ça au même endroit. Et en fait c'est ultra apprenant sur pourquoi t'échoues régulièrement, qu'est-ce qui systématiquement va te faire disjoncter, et en fait c'est hyper puissant. Et donc j'ai rencontré l'équipe de Hogan, et voilà, moi ce qui m'a bluffé, c'est ils font de la recherche tout le temps, tu vois, c'est pas un vieux monsieur qui a créé un outil il y a 30 ans et qui continue à le vendre et il se passe plus rien. C'est une grosse équipe de recherche qui en permanence se remet en question, mesure ce qu'ils apportent, et voilà, et te disent concrètement qu'est-ce qui marche et à quel point. Très intéressant. Par rapport à ça, t'as cette rencontre-là, tu commences à avoir ces convictions sur l'équité. C'est ça qui a drivé le fait de monter Authentic Talent ? Non, les convictions sur l'équité, la diversité, ça c'est plus arrivé dans mon expérience candidat, où vraiment à une époque je me suis dit mais en fonction de qui je rencontre, je vais avoir le job ou je vais pas l'avoir, en fonction de est-ce que il se retrouve dans mon origine sociale, mes hobbies, enfin tu vois, j'ai eu des tas d'expériences candidats qui m'ont fait me dire mais, et encore je pense pas être la population la plus discriminée, mais j'ai quand même eu deux trois expériences assez drôles. Donc ça c'est plus lié à mon expérience candidat quand je suis sortie d'école. Après pourquoi créer Authentic Talent, j'ai plus eu la frustration de voir un monde du conseil assez assez assis, voilà. assez assis sur des vieilles pratiques. Tant que ça marche et tant qu'on le vend, on va continuer à faire pareil. Et je me suis dit c'est quand même dommage à minima de continuer à faire la même chose qu'on les faisait il y a 5 ans, alors qu'en fait la recherche a avancé. C'est quand même dommage de continuer à vendre en bloc là des assessments pour certains programmes, alors qu'en fait la réalité c'est que ça apporte pas de valeur telle que le programme a été monté. Et voilà, moi les choix très business d'abord qui étaient faits dans les cabinets de conseil, alors j'ai pas de problème avec le business dans l'absolu, mais qui faisaient qu'on contribuait à des missions qui dans le fond servaient pas du tout l'intérêt du client. Ça me convenait plus. Et donc, c'est et ça qui a fait... Oui, voilà. L'ensemble des bénéficiaires. C'est-à-dire que le côté, on fait un projet pour servir le DRH qui coche sa case, mais du coup, le candidat, il obtient rien. Ou on fait un projet pour le candidat, mais du coup, l'entreprise, ça lui apprend pas vraiment ce qu'elle a besoin de savoir, en fait, dans le process. Moi, l'idée, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut réaligner les intérêts de toutes les parties prenantes. Et donc, oui, ça veut dire de temps en temps accepter de sacrifier 2-3 éléments sur le plan business, accepter de dire, ce projet, je vais pas le faire, ou je vais pas le faire comme ça. Je veux bien vous accompagner, mais en fait, pas de la façon dont vous me le demandez. Bon, voilà, c'est vrai que c'est des choix qui sont pas toujours faciles, enfin tu le sais bien d'ailleurs, puisqu'on les fait ensemble de temps en temps. Mais voilà, comment après on est fier au bout de ce qu'on a apporté. C'est quelque chose que je retrouve beaucoup et qu'on a entendu dans les différents épisodes de podcast précédents. L'expérience candidat, le fait d'accompagner les collaborateurs, le fait de les retenir, on sait que c'est des enjeux majeurs pour nos clients aujourd'hui. Je trouve ça très intéressant ton focus justement sur l'expérience candidat. On sait que grosso modo, les sponsors, les donneurs d'ordre reçoivent une bonne qualité d'information et grosso modo ont des outils pour faire leur choix. Je trouve ça de plus en plus intéressant de se focaliser sur qu'est-ce que retire le bénéficiaire, le candidat, le collaborateur qui va justement être accompagné au travers de différents dispositifs. Comment tu peux augmenter encore ça aujourd'hui et en faire un outil différenciant, et je parle pas d'outils spécifiques, pour justement le développement personnel de ces gens-là, puisqu'on est de plus en plus, et Samuel Durand nous le disait la semaine dernière, sur vraiment une trajectoire d'évolution du monde du travail. Comment est-ce que ces outils-là peuvent me permettre, moi, bénéficiaire d'un feedback, d'un échange, d'un assessment center, de me projeter à 5 ans, à 10 ans, au travers de à la fois qui je suis et qui je veux être? Je pense que tout l'enjeu de l'expérience candidat, c'est qu'on a voulu la rendre fun. Et tu vois, c'est là-dessus qu'on a beaucoup investi sur les dernières années. Comment est-ce qu'on fait pour qu'à travers notre processus de recrutement, on ait l'air d'être une boîte sympa, agile, moderne, et donc de faire un truc le plus divertissant possible pour le candidat. La réalité, c'est que le candidat, s'il a envie de se distraire, à mon sens, il peut le faire par plein d'autres moyens qu'en candidatant. Et souvent beaucoup mieux d'ailleurs. Donc ça veut pas dire qu'il faut que le processus soit chiant, hein. C'est pas la question. Mais je pense que finalement, il y a des choses qu'on n'apporte pas aux candidats aujourd'hui encore et qui me paraissent fondamentales. C'est-à-dire qu'en gros, tu vois, hier, je parlais avec une RH qui me dit régulièrement,
je rejoins des entreprises, je dois vraiment pas être très bonne pour comprendre où je mets les pieds parce que je me retrouve toujours dans des cultures d'entreprise en fait qui me conviennent pas du tout, avec des managers où j'avais pas bien compris à l'entrée leur mode de fonctionnement. Et à chaque fois, c'est un échec vécu. Et puis finalement, elle commence à me dire, en fait, c'est peut-être moi, je suis pas douée pour évaluer l'entreprise. La réalité, c'est qu'en fait, en tant que candidat, on te donne rien pour savoir où est-ce que tu mets les pieds. Alors qu'en fait, c'est un choix qui est beaucoup plus impactant pour toi à ton niveau individuel que pour l'entreprise. Que pour l'entreprise, si je te recrute, t'es pas la bonne personne. En théorie, dans 2 mois, t'es dehors. Ou peut-être un petit peu plus, mais ça va pas tout changer. Toi, par contre, si tu fais 3 fois le choix de rejoindre une entreprise et que tu te retrouves avec un manager avec qui tu colles pas du tout, ça va avoir un impact beaucoup plus fort sur toi. Donc, tout ça pour revenir, pour moi, l'expérience candidat, elle doit permettre d'éclairer le candidat sur, bien sûr, sur lui, si tu peux lui faire un cadeau de développement personnel, comment tu fonctionnes, en fait, c'est un cadeau pour lui, mais c'est un cadeau qui va t'aider s'il te rejoint, parce que potentiellement, il va pouvoir un peu mieux utiliser sa connaissance de lui-même, et pour moi, c'est fondamental. Mais aussi, c'est de lui dire... lui mettre en regard de ça, voilà tes valeurs, voilà la culture de l'entreprise, où est-ce que ça va fitter, où est-ce qu'au contraire il y a peut-être des gaps, et du coup si tu choisis candidat de nous rejoindre, tu choisis en connaissance de cause en fait. C'était ce que tu répondais sur la première question, le fait que l'assessment permet de projeter la personnalité du candidat, son adéquation par rapport au poste. On a de plus en plus de clients qui cherchent aussi à, entre guillemets, projeter l'adéquation avec le manager, avec l'équipe. C'est des choses que tu recommanderais très fortement, ou alors faut d'abord, entre guillemets, cette adéquation au poste avant l'adéquation à l'équipe? C'est quoi la priorité? Dans un monde idéal, j'ai envie de te dire les deux, évidemment. L'adéquation au poste, c'est quand même, avant toute chose, quand tu rejoins une entreprise, c'est est-ce que j'ai une chance de réussir dans ce poste ou est-ce que vraiment je vais lamentablement me planter? Alors on a tous envie de dire qu'on peut tout faire en se développant, mais la réalité c'est que c'est pas vrai. Il y a des moments où le job il est juste pas fait pour toi, à ce moment-là de ta vie en tout cas, et donc le premier cadeau à faire à un candidat, c'est d'être sûr de le staffer sur un poste sur lequel il a quand même des chances de succès. Mais oui, l'adéquation avec le manager et avec l'équipe, c'est essentiel. Donc dans un monde idéal, si on pouvait, et je vois beaucoup de clients qui font passer beaucoup d'assessments régulièrement, et c'est vraiment ancré dans les pratiques, pourquoi ne pas utiliser tout ça? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu finis par constituer quand même une base de données. Pourquoi tu n'utilises pas tout ça pour faire un vrai mapping de l'équipe, ou à minima, tu vois, donner au candidat la vision de à quoi tu vas être confronté avec ta personnalité en rejoignant cette équipe ou ce manager. Et puis d'ailleurs, même pour toi en tant qu'entreprise, de faire l'exercice. J'en connais très peu qui le font. C'est-à-dire, je connais beaucoup d'entreprises qui ont toutes ces données d'assessment et qui ne s'accordent pas le temps, qui n'ont pas le temps peut-être aussi, de prendre le profil du manager, le profil des collègues avec le profil des candidats qui sont en train d'évaluer. C'est dommage. Parce que c'est une grosse clé de succès, on le sait. La plupart des gens partent de leur entreprise parce que ça n'a pas fité avec leur manager. Donc ça reste un élément qui est important. 70%. Tu parles justement du temps et des moyens, entre guillemets. On est dans un monde qui est véloce, qui va vite. Si demain, je suis entrepreneur, j'ai besoin de recruter, etc., à ton sens, j'ai besoin de mon lead développeur, j'ai plus de lead développeur, ou alors je suis en croissance, j'ai besoin de monter une nouvelle équipe. C'est quoi la démarche de réflexion et le timing que je dois avoir pour essayer d'augmenter au mieux mes chances de succès et dans le recrutement et après dans le développement de la boîte? En fait, c'est une bonne question parce que, je suis assez bien placée pour t'en parler aussi. On n'a pas le temps, en fait, selon la taille de ta boîte, la rapidité du marché, de ce que tu as à délivrer. Quand tu dois recruter quelqu'un, des fois, tu es en constitution d'équipe, mais parfois, tu dois remplacer quelqu'un qui vient de partir et tu as un trou dans ta raquette, en fait. Donc, encore une fois, c'est pour ça qu'on se disait tout à l'heure, tu as le monde idéal où tu partirais vraiment de repenser ton orga. Est-ce que vraiment tu as besoin... de créer ce poste de cette façon, avec ce contenu de poste, ou est-ce qu'en fait tu es en train de reproduire un schéma qui marche pas, tu vois? Est-ce que tu es encore en train d'essayer de pourvoir un poste où chaque personne est partie en te disant le poste est trop pauvre, ou c'est pas quelque chose qui correspond à notre type de profil? Donc est-ce que tu pars bien du besoin de l'orga? Est-ce que tu arrives bien à définir quel est le profil, quelles sont les compétences, où est-ce que tu vas aller le chercher? Au contraire, sur quoi est-ce qu'il faut arrêter de chercher le mouton à 5 pattes alors que c'est pas discriminant dans la capacité à réussir dans le job? Et oui, après, pour moi, dans un monde idéal, et franchement, on n'a pas le temps de recruter, mais on n'a pas le temps de se tromper, en fait, la plupart du temps. On s'en rend compte à chaque fois que c'est arrivé. Oui, prendre le temps d'évaluer l'équipe ou d'évaluer à minima le manager avec le candidat, c'est un incontournable. Et je pense que comme tout va aller aussi plus vite avec l'IA, c'est quelque chose qu'on va pouvoir s'autoriser de plus en plus. Je pense à tes camarades et collègues du club Bootstrap qui recrutent beaucoup, qui se développent de façon certaine. Je suis pressé, j'ai 2 candidats. J'en ai un qui a beaucoup de potentiel, qui est à 80% de la couverture hard skills du job,
qui colle aux valeurs, et j'ai l'autre qui est un expert du sujet, plug and play, il va démarrer tout de suite. Par contre, il a pas tout à fait les valeurs de la boîte. Qu'est-ce que tu fais? La question, c'est est-ce que là où on en est dans l'orga, j'ai le temps d'accompagner la personne qui est à 80% pour qu'elle se développe, mais ou est-ce que vraiment, si il a pas les compétences dans une semaine, tu l'envoies dans le mur en fait. Mais dans la réalité, c'est rarement le cas, même si on a toujours l'impression qu'il faut que le candidat il puisse dès le premier jour reprendre le poste comme l'ancien, etc. En revanche, les valeurs, tu vas pas les changer. Donc finalement, pour moi, ton premier cas de figure, il marche toujours mieux parce que tu vas prendre le deuxième, là, très probablement, par facilité. Et dans 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, il claque sa dème parce qu'en fait, il se sent pas en adéquation avec la culture de la boîte. Ou alors, il claque pas sa dème et c'est pire. C'est toi qui te rends compte que tes valeurs, elles sont pas incarnées. Et ça peut avoir des conséquences beaucoup plus larges, tu vois. Si la personne est manager et qu'elle incarne des valeurs à l'opposé de ce que tu as envie de promouvoir dans l'entreprise, ça peut faire aussi des dégâts. Ça se coache pas? Pas les valeurs, non. Donc non. Donc là où effectivement, sur ton premier candidat, oui, tu peux l'accompagner pour qu'il développe ses compétences. On parle potentiel versus valeur, je suis tout à fait aligné avec toi. C'est pas toujours si simple, à mon avis, pour effectivement les gens qui nous écoutent, parce que aussi au niveau managérial, CEO, les grands pontes, entre guillemets, il y a aussi une pression de l'opérationnel, une pression de je veux quelqu'un qui va être vraiment capable de délivrer demain. Je veux quelqu'un qui vient de mon école. Lui, il a fait les ponts et chaussées, il a fait l'X, il a fait HEC, donc je l'aime mieux. Ces biais-là, malgré tout, en venant du même moule, on a du coup des codes communs, on va travailler ensemble plus facilement. Donc si je recrute quelqu'un qui a fait HEC comme moi, ce qui n'est pas le cas, hein, mais on va avoir ces codes communs. J'ai pas besoin de partager mes valeurs en amont avec mon manager parce qu'on a fait HEC, on sort du même moule. Ça, c'est pas un avantage pour une entreprise ? Tu m'as lancé sur mon sujet préféré, Philippe. Non, en fait, je vais détailler, mais donc non. On a suffisamment d'études pour montrer que la diversité, quand je parle de diversité, c'est pas seulement la diversité culturelle, mais de parcours, de regard, de genre, enfin, tout ce qui t'amène de la diversité de point de vue va apporter de la richesse aux décisions que tu vas prendre, au business, à la performance au sens large. Donc peut-être qu'effectivement, si tu recrute des gens et ça peut sembler plus facile, et ça va être plus facile au début de prendre des gens qui te ressemblent, soit parce qu'ils ont fait la même école que toi, soit parce qu'ils viennent du même endroit, vous faites partie de la même communauté, que sais-je encore. Ça va peut-être être plus facile au démarrage. La réalité, c'est que tu vas te priver de beaucoup en termes de richesse. Et finalement, pour moi, l'intérêt d'un outil qui te permet d'évaluer des valeurs, c'est que ça te permet de t'assurer que justement sur les grands fondamentaux, justement tu valorises la même chose, tu vas au même endroit en fait quelque part. Mais par contre, ça peut ouvrir la porte, ça peut te sécuriser sur le fait que tu vas avoir des gens qui vont te comprendre et en même temps qui peuvent avoir des codes très différents et des origines très différentes. Et donc, ça t'évite de te limiter à recruter tes semblables. Des valeurs communes, mais une vision du monde qui peut être différente, au moins sur certains aspects. C'est un peu ça l'idée de la complémentarité. C'est exactement ça. Et puis des modes de fonctionnement différents, c'est-à-dire qu'en fait, au bout du bout, si tu prends que des gens qui sont dans le même moule, même si, encore heureux, HEC et les autres écoles ne produisent pas des clones, hein, mais en fait, au bout du bout, tu vas avoir besoin d'avoir des personnes qui ont développé des comportements différents, qui ont... tu vois, chaque formation peut aussi faire réussir toujours des personnes qui vont avoir le même type de comportement, j'en sais rien, des gens très ambitieux, ou très sociables, très curieux, bon, qui ont l'air d'être que des qualités qu'on a envie d'avoir dans une équipe, bien sûr, mais la réalité, c'est que de l'autre côté, tu vas avoir... d'autres écoles, d'autres univers, voire pas d'écoles, qui vont te permettre de t'amener des candidats qui sont au contraire très concentrés, très très focus, très dans l'implémentation aussi, dans le suivi, dans le process, dans le pragmatisme. Et donc finalement, ça va t'amener des personnes qui peuvent partager tes valeurs, mais qui vont être complémentaires en termes de mode de fonctionnement. Et c'est de ça dont tu as besoin. Si dans l'équipe, on n'est que des créatifs ambitieux, en fait, il va forcément nous manquer quelque chose au bout d'un moment pour faire nos résultats. Comment tu convaincs quelqu'un qui a payé 100 000 euros pour faire l'INSEAD ou HEC qu'en fait, il n'a pas besoin de recruter son semblable, mais qu'il peut recruter quelqu'un qui est sans école? C'est très dur parce que tu remets en cause tout son propre modèle, en fait. Donc, il y en a qui ont très bien intégré ça naturellement, mais je pense que c'est l'enjeu auquel se confrontent les recruteurs. C'est que finalement, quand t'as ton big boss ou le CEO chez ton client qui te dit je veux quelqu'un qui vient de la même école, faut être
courageux pour dire mais je vais quand même te présenter des gens différents, ou faut avoir un peu d'influence, de capacité de conviction pour expliquer ce que ça va apporter d'autre en fait. Et je pense que le poids qui repose sur les recruteurs de s'opposer justement à tous ces biais, il est fort, mais il n'y a pas d'autre choix que de le faire en fait. Et les études amènent justement la preuve que plus de diversité amène plus d'innovation et plus de succès global. Exactement. Et je pense que c'est ce qui aide aujourd'hui, c'est qu'en fait, toutes les données sont à portée de ta main. T'es pas en train de défendre tes convictions, tes idéologies sur le sujet de la diversité. C'est, enfin, peut-être, mais aussi. Il faut continuer. Il faut continuer, mais t'as des vraies données qui t'expliquent que ça amène de la performance. Et ça, n'importe quel CEO est capable de raisonner avec ce type de données. Si je résume, dans toutes les décisions, qu'elles soient promotion ou qu'elles soient recrutement, donc interne ou externe, ta recommandation, c'est que la première chose à regarder, c'est qui on est déjà nous, l'existant, dans quel environnement va devoir interagir la personne que je vais recruter. Et ensuite, on va pouvoir déployer un process d'assessment idéalement, ou un parcours de recrutement plus classique si c'est pressé, si on n'a pas le temps, si on n'a pas le budget. Il y a une foultitude, et t'en parlais, d'outils sur le marché qui font beaucoup de marketing, qui te disent « Attends, moi en 2 minutes dans le métro, je suis l'outil psychométrique qui est tout compris, qui va tout expliquer, etc. etc. » Qu'est-ce qu'on peut donner comme clé de compréhension à ceux qui nous écoutent sur la grande masse de ces tests, puisque la majorité sont des tests, Hogan est un inventaire, et comment à la fois les différencier et appréhender ce qu'ils peuvent t'apporter et ce qu'ils vont pas t'apporter. Alors, il y a plein de critères à regarder et je sais que ça peut être un peu fastidieux, laborieux. Heureusement, on a fait un guide très complet là-dessus pour pouvoir résumer quand même les points clés. Mais la question que tu veux te poser, c'est est-ce que déjà l'outil d'assessment a été créé pour faire de la sélection? Parce que tu as des outils qui sont géniaux, qui ont hyper bonne presse, mais qui en fait ont été créés pour faire du développement. Et je sais qu'il y a des tas de RH qui se disent « Ouais, mais il est super l'outil, donc qui peut le plus, peut le moins, s'il m'aide à accompagner les gens. » Non, en fait, s'il n'a pas été créé pour évaluer, c'est pour une raison, et donc c'est forcément qu'il y a un moment où il va pas t'amener à ce que tu as envie d'avoir. C'est le cas de beaucoup d'outils typologiques. Bon bah super, il te faut réfléchir sur toi, c'est génial sur du développement, mais la réalité c'est que ça te permet pas de savoir si le mec va réussir dans le job. C'est quoi un outil typologique? Ah oui, donc je repars du début. T'as quand même 2 grandes catégories d'outils. T'as les outils typologiques, t'as les outils dimensionnels. Les outils typologiques reposent sur la théorie selon laquelle t'as plusieurs types de personnalités, 3, 4, 8, 16, ça dépend de l'outil. Et donc, il y a plusieurs types. Tu appartiens à un type de personnalité, qui est plus ou moins riche. Tu peux apprendre à développer des comportements qui sont pas réellement dans ton type. Donc, par exemple, t'es plutôt introverti. Mais tu peux développer quelques comportements d'extraversion pour t'aider, parce que quand même en tant que commercial ça peut te rendre service. Bon, pour autant tu appartiens à un type de personnalité, donc comment est-ce que tu te développes avec ça? Les outils dimensionnels disent qu'il y a plein de dimensions dans la personnalité sur laquelle tu te positionnes selon des curseurs plus ou moins fins. Donc c'est un modèle qui peut apparaître un peu plus complexe, et d'ailleurs c'est souvent ce qui fait peur aux gens, c'est qu'en fait finalement c'est beaucoup moins facile à appréhender, là où la plupart des outils typologiques finalement assez rapidement tu arrives à faire de la pédagogie, à expliquer et à faire en sorte que les gens s'approprient le modèle. Bon, enfin bref, si tu utilises un outil typologique pour faire du recrutement, bah c'est pas fait pour en fait. Et donc ce que ça va te donner sera certes très intéressant en termes de développement, mais te permettra pas de prendre une décision objective sur est-ce que le candidat va oui ou non réussir à la fois dans le poste et réussir aussi à s'épanouir dans notre culture d'entreprise. Donc voilà, le choix c'est vraiment pourquoi est-ce que l'outil a été créé. Est-ce que l'outil a aussi été créé vraiment pour évaluer des dimensions de leadership? Est-ce qu'il a été créé pour évaluer justement plutôt des jeunes dips sur des dimensions qui sont importantes, tu vois, sur tes premiers jobs? Encore une fois, on a envie d'avoir quelque chose qu'on va utiliser un peu partout pareil. Si l'outil n'a pas été créé pour ça, là, c'est comme si tu prends un marteau pour tourner une vis. Enfin, tu vois, c'est pas le bon outil, c'est un bon outil pour autre chose. Et ce sera tout pour mes références de bricolage. C'est ça, on évite de planter une vis, on utilise le tournevis. Très clair. Par rapport justement à cette vision-là, outil typologique, outil dimensionnel, à ton sens, quel est le poids qu'on doit donner et comment doivent l'utiliser nos clients et les utilisateurs dans la prise de décision? C'est vrai qu'on a parfois des gens qui nous disent « Moi, je comprends pas pourquoi j'utilise pas Hogan ou un autre outil, je définis mon profil de personnalité cible, et puis t'es dedans, t'es pas dedans, je te recrute ou je te recrute pas. » Ouais, alors du coup, il faut se rappeler que l'outil est un outil d'aide à la décision, mais ce n'est pas l'outil qui prend la décision. Et je pense qu'il y a beaucoup de débats là-dessus. D'ailleurs, si tu regardes tous les commentaires des gens qui détestent les outils de personnalité qui s'expriment régulièrement sur LinkedIn, on a l'impression que c'est l'outil qui va prendre la décision et qui va te mettre dans une case. Non, il faut se rappeler que l'outil, il t'amène des éléments
objectif, mais il peut pas t'amener une prédiction parfaite, donc il faut faire un entretien, il faut aller creuser, il faut aller valider les hypothèses qui ressortent de l'outil, il faut aller récupérer des exemples, parce que peut-être que toi et moi, on a le même score sur la sociabilité, mais peut-être qu'en fait, dans notre façon de fonctionner au quotidien, ça veut pas dire la même chose de nos comportements. Et donc, si tu n'utilises pas l'outil avec ta valeur humaine d'intervieweur, tu vas avoir une valeur ajoutée moindre. Et par rapport aux hard skills, si tu devais donner une pondération, je cherche mon lead développeur, c'est le lead développeur parfait. Ensuite, j'ai un outil qui va compléter cette analyse et me donner un peu le profil de personnalité des X lead développeurs que j'ai en shortlist. Comment tu choisis entre ces... En fait, je sais que les gens ont parfois du mal à repérer, à faire des distinction entre les hard skills, les soft skills, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui l'est pas. Des fois, quand tu parles de soft skills, les gens ont l'impression que c'est un peu la cerise sur le gâteau, mais en fait, on s'en fout pour certains jobs. La réalité, c'est qu'il y a des tas de choses que tu vas aller mesurer avec un assessment, un outil de personnalité, qui sont utiles pour le job de développeur, tu vois. Est-ce que ça va être justement l'agilité, la capacité à apprendre, à se remettre en question, voilà, l'envie d'aller creuser. Donc finalement, tout ce qui va te parler de sa capacité à réussir de façon durable dans le job. En fait, les compétences, on va dire, techniques qu'il a acquises jusqu'à aujourd'hui, de toute façon, ne seront pas suffisantes pour demain. Donc, ce qui t'intéresse aussi, c'est de comprendre à quel point est-ce qu'il va être dans cette dynamique de remise en question permanente, dans cette dynamique d'apprentissage, ou est-ce que, voilà, t'as quelqu'un qui va s'endormir sur ce qu'il sait. Dernière question, tu parles du futur. Sur ces compétences-là, on sait que les compétences vont changer, on parle maintenant d'out skills aussi, on parle de math skills, on parle de pas mal de choses. Est-ce que de ton point de vue, les outils vont continuer à pouvoir être un levier fort de critères de décision, d'évaluation aussi de ce type de choses? Et dans quelle mesure est-ce que ça va être un standard applicable à toutes les entreprises? Il faut que tel et tel soft skills ou tel et tel comportement soit présent demain si je veux que ces personnes-là se développent et aident mon entreprise à se développer en 2030, en 2040, ou est-ce que ça doit être très sectorisé, très individualisé à l'entreprise? Tu vas me dire les deux, mais essaye quand même. Non, mais en fait, j'ai du mal à croire. Il y a des métiers dans lesquels tu vas être beaucoup plus challengé dans les années à venir. Tu vois, quand tu regardes quels métiers sont bouleversés par l'IA, il y en a qui le sont beaucoup plus vite, beaucoup plus fort que d'autres. Mais la réalité, c'est que je comprends pas que certains vont pas devoir réapprendre, se transformer, accepter de changer, etc. Donc finalement, il y a des compétences socles sur lesquelles tu vas devoir évaluer tout le monde. Un peu de la même façon finalement quelque part. Alors ok, peut-être avec une pondération un peu différente, mais aujourd'hui, ce qui t'intéresse quand tu es en train de recruter en tant qu'entreprise, en comprenant là toutes les transformations qui vont avoir lieu dans les années à venir, puis qui sont déjà en train d'avoir lieu en réalité, c'est est-ce que les gens que tu recrutes aujourd'hui seront toujours les bonnes personnes demain en fait. Voilà, c'est encore une fois la curiosité, l'ouverture d'esprit, le potentiel d'apprentissage, et il y en a d'autres, mais c'est des choses qui concernent tout le monde. Je te remercie beaucoup d'avoir répondu à ces questions. On a la chance d'évoluer dans ce monde-là et de bénéficier des retours des clients et d'échanges de ce type-là régulièrement. Je trouvais ça intéressant qu'on puisse le partager à notre audience et avoir un petit peu tes convictions et tes projections suite aussi à toutes les interviews que tu peux mener avec les passionnants invités du podcast. Moi, ce que je retiens de cet échange, c'est que les outils, quels qu'ils soient, ne seront toujours qu'une aide à la décision. Que les candidats, internes ou externes, doivent s'insérer dans un cadre plus vaste s'ils veulent pouvoir donner leur plein potentiel et s'épanouir aussi, parce qu'il n'y a pas que ce que j'apporte à l'entreprise, il y a ce que je vais trouver, entre guillemets, et en termes de management et en termes de contexte, on va dire, plus global, et de ne pas hésiter à prendre un petit peu le temps, à parier sur le potentiel versus les skills actuels, enfin, d'essayer d'intégrer au maximum la diversité, parce que la diversité est une source de richesse. Est-ce que j'ai à peu près résumé ta pensée ? C'est un excellent résumé qui me va bien, et voilà, j'ajouterais juste que quand tu parles du candidat, pour moi, le candidat, en étant aussi plus outillé, informé, potentiellement aussi grâce à l'assessment, va devoir demain être plus acteur aussi de son propre parcours. Tu vois, finalement, tu te fais pas juste évaluer pour savoir si tu vas réussir dans un poste ou dans une entreprise. Tu dois pouvoir faire le tour un peu de ton introspection de façon régulière, pas une fois tous les 15 ans, pour savoir où est-ce que tu vas, où est-ce que tu veux aller, et faire des vrais choix aussi basés sur des données. C'est pas que côté entreprise que ça se joue. Ça, tu le fais tout seul, tu le fais accompagner par ton RH, par ton manager. Ton manager, il est formé à ça. Comment ça marche ?
Pour moi, c'est la responsabilité des entreprises que d'offrir aux salariés régulièrement, alors régulièrement pas tous les jours, mais bon, j'en sais rien, tous les 2 ans, les moyens de se reposer des questions sur qui ils sont, quelles sont leurs forces, sur quoi ils doivent se développer pour demain, qu'est-ce qu'ils aiment, de quoi ils ont besoin, où ils ont envie d'aller. Parce qu'en fait, sinon, tu te retrouves, et ça je le vois malheureusement assez régulièrement, avec des gens qui au bout de 30 ans de carrière se sont un peu laissés porter là où l'organisation les a attirés au fur et à mesure, et qui savent plus du tout ce qu'ils ont envie de faire de la suite. Donc il y a une responsabilité de l'entreprise, tu vois, de pas les avoir accompagnés dans leurs propres réflexions et de les avoir guidés par une approche un peu opportuniste de tiens, je te propose le job du dessus, et puis tout d'un coup ça fait 30 ans que t'es dans la maison, en fait t'as pas du tout les compétences dont on a besoin demain. Donc il y a vraiment une responsabilité d'entreprise, et là tu te retrouves avec des gens qui te disent ça fait 30 ans que j'étais là, je me suis pas posé de questions, je sais pas du tout quoi faire d'autre. Mais c'est aussi la responsabilité personnelle de l'individu que d'aller faire une démarche aussi personnelle pour ne pas subir. Très intéressant, et je pense qu'on en parlera plus avant dans un prochain épisode. Merci beaucoup, j'espère que ça vous a intéressé. À très bientôt. Merci.